Bonjour à tous et à ceux qui nous rejoignent. Je m'appelle Frédéric Asbart, psychiatre à Lyon, et j'ai le plaisir de présider cette session et de l'introduire. Pendant ces 4 communications, on va parler des aspects de mise en œuvre pratique dans différents contextes de la remédiation cognitive. Et on va débuter cette session avec une intervention de Caroline Sellard. Alors, Caroline Sellard est psychologue, neuropsychologue et professeure de psychologie à l'Université Laval. J'ai eu d'ailleurs le grand plaisir de pouvoir travailler avec elle. C'est quelqu'un avec toujours de brillantes idées et des projets très enthousiasmants, qui travaille auprès de différents publics et en particulier autour des adolescents et des jeunes adultes qui s'intéressent beaucoup aux questions de développement cognitif. Donc, si les aspects techniques sont OK, je pense qu'on va pouvoir commencer la présentation de Caroline Sellard. Parfait. Donc, merci beaucoup, Frédéric, pour l'introduction. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui, virtuellement, mais j'ai l'impression quand même d'être avec vous. Donc, je vais pouvoir vous entretenir sur la remédiation cognitive au sein des outils de la réhabilitation psychosociale. OK. Donc, la place de la remédiation cognitive. Donc, la remédiation cognitive a le mérite de mettre le patient plutôt que sa maladie au centre des préoccupations soignantes, car elle s'appuie sur ses capacités préservées, renforce son autodétermination. Je trouvais que la citation prenait beaucoup de sens aujourd'hui avec le pouvoir d'agir qui est au centre du congrès et est essentiellement destinée à rendre réalisables des projets très concrets. Donc, la place de la remédiation cognitive, donc, c'est un des outils qui est disponible pour les thérapeutes pour favoriser la réadaptation des patients. Donc, la réadaptation, qui sont finalement des techniques qui s'appuient sur le potentiel d'apprentissage de la personne pour qu'elle puisse développer sa capacité à faire face aux difficultés, aux symptômes de la maladie, et donc pour qu'on puisse accompagner la personne dans sa réadaptation, réhabilitation. C'est un peu différent du rétablissement, mais ça s'inscrit, ça peut le catalyser. Le rétablissement, qui lui est un processus qui est beaucoup plus personnel et qui dépasse la réadaptation. Et donc, le thérapeute a plusieurs outils pour favoriser, catalyser la réadaptation. Donc, les outils c'est intéressant parce qu'on peut les adapter. On parle de réaliser des projets qui sont concrets pour les patients, mais comment peut-on y arriver? Donc, c'est en utilisant les outils qui sont mis à la disposition pour adapter en fonction des besoins des patients, de leur objectif personnalisé. Il existe donc plusieurs programmes de remédiation cognitive, des programmes qui peuvent parfois, on peut les classer en termes de bottom-up ou top-down. Bottom-up, des programmes qui visent beaucoup plus des fonctions perceptives plus de base, la mémoire de travail, et donc des programmes plus de haut niveau qui s'attardent un peu plus à la métacognition, différentes fonctions exécutives, cognition sociale. Pour nommer quelques-uns, évidemment, la liste est longue, mais RC2S pour la cognition sociale, RECOS, entre autres, qui est intéressant pour avoir une vision un peu plus globale pour intervenir, circuit aussi. Et donc, les programmes peuvent être utilisés, adaptés en tant qu'outils. Et il y a tout le rôle du thérapeute aussi là, qui est important dans la mise en place des interventions. Le rôle du thérapeute qui peut favoriser la création d'une alliance donc avec le patient pour favoriser la mise en place de l'intervention. Donc, il y a le thérapeute qui utilise les outils, les programmes avec ses différentes techniques, ses capacités d'adaptation, de créer une alliance aussi. Il y a aussi le patient qui est au centre de l'intervention. Et donc, ici, je trouve ça important de mentionner donc le bon soin pour la bonne personne au bon moment. Donc, passe par une personnalisation des interventions. C'est le principe des soins en étapes, donc en palier. Donc, on intervient avec le bon dosage, mais avec la bonne personne aussi. Et pour intervenir auprès de la bonne personne, c'est important de se demander,
mais quelles sont les caractéristiques des patients qui peuvent permettre d'améliorer ou d'augmenter la réponse thérapeutique. Et c'est dans ce contexte-là que je vous présente des résultats que j'ai trouvés vraiment intéressants concernant la personnalisation et donc les différents modérateurs de la réponse thérapeutique. Parce qu'on peut utiliser différents outils, mais à la base, la personne qui va pouvoir en bénéficier, est-ce qu'elle a des caractéristiques qui peuvent faire en sorte qu'elle va bénéficier davantage que d'autres personnes de l'intervention? Et donc, cette revue systématique qui a été publiée en 2020, donc vraiment tout récent, donc qui s'intéresse aux effets des différents modérateurs de la remédiation cognitive afin de mieux comprendre la réponse thérapeutique. Et c'est une revue systématique qui a été publiée, entre autres, par l'équipe de Tillwhite à Londres avec Matteo Sella. Donc, la revue systématique, s'attarde donc sur différents appuis empiriques et elle a pour objectif donc de caractériser les patients au baseline ou au pré-test qui peuvent prédire la réponse thérapeutique. Est-ce qu'on peut augmenter la réponse, identifier des meilleurs répondants éventuellement? Donc, c'est intéressant quand on cherche à avoir une médecine qui est plus personnalisée. Donc, et d'améliorer les bénéfices. Donc, la revue systématique a été faite vraiment avec tous les principes de l'art, avec Prisma publié sur Prospero. Et donc, elle comprend 36 études, 2737 participants. Donc, de façon générale, des jeunes, donc de 37 ans, 66 d'hommes, 13 ans de scolarité et 12 ans de maladie. Je dirais que c'est ce qu'on voit de façon générale par rapport, par exemple, à la méta-analyse de Wax qui a été publiée en 2011. C'est environ les mêmes caractéristiques. Et il y a une évaluation de la qualité des études avec le CTAM qui a été réalisée afin d'identifier s'il y a des caractéristiques plus méthodologiques qui peuvent restreindre, en tout cas, la portée des résultats ou à tout le moins l'interprétation. Et la revue systématique a mis de l'avant 5 grandes catégories de modérateurs. Des modérateurs au niveau démographique, biologique, cognitif et fonctionnel, psychologique et relié à la maladie. Donc, au niveau démographique, on parle du genre, de l'âge, de l'éducation. Biologique, les structures cérébrales, variables génétiques comme le génome. Au niveau cognitif et fonctionnel, on s'est attardé davantage à voir les effets bénéfiques du QI, le potentiel d'apprentissage, donc souvent mesuré à l'aide d'épreuves MISIC, la cognition baseline, donc le profil cognitif des patients avant de débuter l'intervention, qu'il soit, par exemple, plus déficitaire, d'avoir un insight, donc une connaissance subjective du fonctionnement cognitif et le fonctionnement au baseline. Dans les variables psychologiques, la motivation qui a été évaluée de différentes façons et différentes facettes de la motivation et l'estime de soi et différentes variables donc reliées à la maladie, les symptômes, médications, diagnostics, troubles concomitants, donc les troubles comorbides et la durée de la maladie, le nombre d'hospitalisations. Donc, c'est vraiment une revue qui a fait le tour. C'est la première, à mon sens, qui a été publiée pour vraiment regarder les effets des variables modérates. Et donc, qu'est-ce que la revue systématique a mis de l'avant? Donc, dans les constats, ce qu'on remarque, c'est que au niveau des variables modératrices, donc les variables que je vous ai nommées qui faisaient partie des différentes catégories, il n'y a pas une variable qui a été mise de l'avant, disons, avec un certain haut niveau de certitude. Donc, une variable qui pourrait vraiment prédire la réponse thérapeutique. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsqu'on parle des variables sociodémographiques, l'âge, il y a certaines études qui ont montré que les jeunes pouvaient en bénéficier davantage, d'autres ont moins observé ces résultats-là. Donc, il y a des résultats parfois qui peuvent paraître contradictoires pour chacun des modérateurs, ce qui fait en sorte donc qu'il y a vraiment plusieurs variables qui ont été mises de l'avant, mais pas une seule qui peut être ressortie comme étant la meilleure variable qui peut prédire la meilleure réponse. Pour ce qui est des catégories de variables, les 5 que j'ai nommées, les auteurs même disent que c'est une première tentative d'explication des variables qui peuvent faire en sorte que les patients, on peut diviser les patients qui pourraient mieux bénéficier ou pas de la thérapie, mais c'est encore un peu incertain, c'est un premier travail en ce sens-là. Il y a également des risques de biais sur le plan méthodologique qui ont été mis de l'avant par la revue systématique. Entre autres, plusieurs études ont été publiées avec des échantillons qui étaient plus petits, ce qui pourrait peut-être parfois expliquer que certains résultats contradictoires ont été observés. Il y a une grande variabilité dans les mesures aussi qui ont été utilisées. Par exemple, pour mesurer le fonctionnement amnésique, il y a plusieurs échelles qui ont été utilisées, différents paramètres, ce qui devient difficile parfois de tirer des conclusions
donc qui vont être plus claires. Et au final, donc, il y a un besoin important de mieux comprendre le rôle de ces différentes variables-là parce que le souhait est quand même de pouvoir aider le mieux, donc au bon moment, les différents patients qui viennent dans nos bureaux pour recevoir une intervention de remédiation cognitive. Mais c'est vraiment un premier gros travail que j'ai trouvé vraiment intéressant pour dire il y a toutes ces variables-là qui peuvent être qui sont mises de l'avant et on devrait s'y attarder davantage pour identifier nos meilleurs répondants. Et dans l'optique d'illustrer un peu cette complexité-là, je pense, de la réponse thérapeutique ou même l'hétérogénéité de la réponse, j'ai pensé vous illustrer, vous rapporter donc une série d'études de cas qui ont été un article qui est actuellement en révision dans NeuroCase. C'est une étude qui a été réalisée avec mon équipe à Québec par William Potier, qui était candidat au PhD. Donc, l'étude ici consistait à voir un peu les effets de la personnalisation d'intervention dans l'optique de comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent permettre en sorte d'avoir une bonne réponse thérapeutique ou les différents chemins, vous allez voir, qui mènent à la réponse. Donc, l'objectif est d'examiner l'effet d'un traitement personnalisé en remédiation cognitive. Donc, là, on a utilisé le programme Circuit sur le statut professionnel de jeunes adultes qui ont un trouble psychotique. Donc, l'hypothèse était que la remédiation cognitive entraînerait une amélioration du statut professionnel. Et comme objectif secondaire, l'idée était ici d'explorer les mécanismes par lesquels on peut observer différentes améliorations thérapeutiques, afin de voir si, pour différentes personnes, différents mécanismes pourraient expliquer une réponse thérapeutique. Et donc, la méthode, donc, c'est des jeunes entre 19 et 39 ans, diagnostic de schizophrénie ou troubles psychotiques apparentés, qui ont eu un diagnostic dans les 5 dernières années, qui sont stables, qui fréquentent des cliniques premier épisode, également qui pouvaient occuper ou non un emploi au départ, mais qui étaient motivés à changer leurs conditions vocationnelles ou professionnelles. Et ils devaient présenter un déficit cognitif là, au préfet. Et c'est une étude avec devis pré-poste et suivi 6 mois. Donc, au niveau des caractéristiques sociodémographiques, en gros, je vais vous présenter ici 3 cas. Donc, 3 jeunes hommes qui ont entre 23 et 28 ans, entre 20 et 28 ans, pardon. Scolarité, donc à peu près niveau secondaire ici au Québec. Diagnostic de schizophrénie, qui ont certains symptômes, donc le premier patient, le cas A, qui n'a pas d'emploi, les autres, oui, différents types d'emplois et qui ont eu une maladie et qui ont eu une durée d'absence dans les dernières années quand même assez différente. Le premier patient qui a été absent 4 ans. Et on sait dans la littérature qu'après 6 mois d'absence, les possibilités de retour au travail sont amoindries. Donc, au niveau du matériel, on a utilisé le programme de remédiation cognitive Circuit qui a été développé par l'équipe de Tilwax et de Clary 2 à Londres, qui a été traduit en français, qui est maintenant disponible. Et c'est un programme donc, où on a la pratique répétée. Donc, il y a différentes situations qui reviennent à différents moments durant la thérapie. Et l'objectif, c'est vraiment d'enseigner des stratégies aux patients. Donc, il y a tout un aspect enseignement de stratégie, mais aussi de développer la métacognition. Donc, vraiment d'être capable de réfléchir sur son propre profil cognitif pour avoir développé le réflexe d'utiliser des stratégies. Il y a différentes tâches qui sont proposées aux patients, des tâches qui sont plus abstraites, qui sont plus de base, je dirais plus de bas niveau, donc qui regardent un peu plus les processus attentionnels, visoperceptifs également, et des tâches écologiques, par exemple, de faire un CV, planifier un voyage, aussi placer des tâches dans un agenda. Et ça favorise donc le développement de la métacognition et de la généralisation des acquis. 3 séances environ par semaine, 30 à 50 minutes, et pour une durée d'environ 3 mois. Donc, en gros, ici, je vous rappelle les principes clés du programme Circuit, mais qui est quand même défini, là, ici, un chapitre, si ça vous intéresse, dans le traité de réhabilitation psychosociale. Donc, ici, on commence toujours, donc, je vous présente une tâche ici qui est une tâche d'apprentissage de mémoire. Et donc, lorsqu'on commence la tâche, il y a toujours une boîte de métacognition qui apparaît. Et donc, il y a 2 questions principales qui sont posées. Quel est le degré de difficulté, selon vous, à la tâche que vous allez faire? Et donc, on doit prendre position avant de la faire
parce qu'on voit en arrière-plan la tâche, le nombre d'items à mémoriser dans ce cas-ci, et on doit prendre position. Et donc, entre facile et difficile. Par exemple, ici, pour des fins pédagogiques, on a choisi 3. Et donc, combien de minutes on pense que la tâche va prendre? Bien, par exemple, on peut voir, c'est des patients qui vont euh, pas assez prendre de temps, donc dans leur planification, ou en mettre beaucoup plus. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire. Ensuite, on réalise la tâche. Le thérapeute accompagne le patient, va guider, va faciliter l'utilisation stratégique. Et donc ici, ben, d'ailleurs, l'ordinateur propose des stratégies. Donc, par exemple, on peut cliquer sur différentes stratégies et lorsqu'on clique sur le petit rond rose à gauche, ben, il y a une démonstration d'utilisation optimale de la stratégie. Et c'est le patient qui l'a choisi. On peut regarder les différentes stratégies et il choisit celle qui convient davantage. Le but étant quand même d'explorer pour avoir un éventail de possibilités de stratégies. Par exemple, ici, trier les articles dans les catégories. Et enfin, après avoir réalisé la tâche, on mise beaucoup sur les processus, donc le développement d'une, on va dire entre guillemets, une méthode de travail, donc de faire la tâche de façon organisée, structurée, mettre en place les stratégies. Et à la fin, on a un retour sur la performance. Donc ici, bravo, vous avez terminé la tâche. Souvent, on va avoir un pourcentage de réussite aussi. La difficulté de la tâche, au final, on revient sur ce qu'on avait pensé que c'était au départ. Donc, au départ, on avait dit que c'était 3, alors que concrètement, ben, c'était plus facile que prévu. Donc, là, la personne peut cliquer 1. Et en termes de temps, ce qu'on voit ici, c'est cette tâche vous a pris 29 secondes, mais votre estimation initiale était de 1 à 3 minutes. C'est rapide, en même temps, ça a l'air réussi. Donc, on peut parler de comment ça s'est fait. Est-ce qu'on a des apprentissages pour la prochaine fois? Et il y a toute la question du transfert ici des acquis au quotidien qui est extrêmement importante. Comment est-ce qu'on vient de faire là, d'apprendre en catégorie? Comment on pourrait transférer cette méthode d'apprentissage-là, par exemple, lors d'études pour un prochain examen? Donc, l'idée, c'est de vraiment essayer de réfléchir déjà à transférer l'utilisation des stratégies au quotidien. Et on cote aussi, le patient choisit si ça a été utile ou pas et pourquoi. Et c'est intéressant aussi, c'est que le patient peut ajouter lui-même d'autres euh, stratégies qu'il considère efficaces. Donc, ici, me répéter les mots, c'est souvent une stratégie qu'on aura vue, par exemple, pour faciliter l'apprentissage de la mémoire de travail. Et donc, ici, en termes de résultats, ce qu'on observe, c'est que, donc, au pré-test, post-test et suivi, ça ici, c'est concernant le statut socio-professionnel des patients. Vous avez les lettres A, B, C qui réfèrent aux différents cas cliniques. Par exemple, au départ, le cas A et le cas B n'avaient pas d'occupation, mais le cas C avait une occupation régulière à temps partiel. Au post-test et au suivi, le cas A n'avait pas d'occupation au départ, n'a pas non plus d'occupation. C'est un patient qui avait été absent depuis 4 ans du marché du travail, donc c'était une situation qui était un petit peu plus difficile. Dans ce cas-ci, on s'attendait beaucoup plus à ce que le patient ait des bénéfices, donc plus au niveau psychologique, au niveau cognitif, de l'encourager à aller éventuellement donc dans une démarche de retour au travail. Pour ce qu'on a observé pour le post-test, pour le KB et le KC, on a observé une amélioration après l'intervention. Donc, pendant l'intervention, on a travaillé de pair aussi avec différents intervenants pour favoriser la mise en place, de faciliter plutôt le retour au travail. Et ce qu'on a observé, c'est que 6 mois plus tard, nous, on n'a pas fait d'intervention, pas de booster session non plus. Il y a un retour qui a été fait à la situation précédente. Et ça s'explique par différentes caractéristiques, je dirais, conjoncturelles au niveau des emplois, mais aussi, ça montre le fait et l'importance, je pense, de voir et de s'assurer, de faire peut-être un suivi ou de s'assurer des booster sessions entre le moment où on termine la thérapie et un suivi plus tard. Et ce qu'on observe ici, ça, c'est les résultats au post-test. Donc, pour le cas B et le cas C, ce qu'on voit ici, c'est l'intervention, les différentes sphères qui ont été évaluées. Donc, on avait regardé différentes variables au niveau cognitif, psychologique et clinique. Et ce qu'on observe, c'est que le patient A, qui lui avait changé son niveau au niveau du statut socio-professionnel, s'est amélioré sur différentes variables. Donc, au niveau attentionnel, au niveau de l'estime de soi et au niveau de la psychopathologie telle que mesurée par la PAM.
Et pour ce qui est du cas C, c'est un patient qui lui aussi avait amélioré sa condition et ce qu'on a observé, c'est que c'est un patient qui avait eu des bénéfices qui avaient été mesurés à l'aide de Reliable Change Index. Ça permet de voir l'amélioration à travers 2 temps de mesure chez les études de cas. Et donc, ce qu'on a observé pour ce patient-là, c'est une amélioration au niveau de la vitesse de traitement de l'information, au niveau également des plaintes cognitives subjectives. Donc, c'est un patient qui ressentait qu'il y avait moins de plaintes et au niveau de l'estime de soi. Donc, on voit quand même que les chemins pour observer une amélioration ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y a quand même des composantes communes. Au niveau de l'estime de soi, ça semble être un facteur important. Et dans ces 2 cas-là, c'est des patients qui ont bénéficié au niveau de l'attention. Donc, qu'est-ce qui explique l'effet de la remédiation cognitive sur le statut socio-professionnel dans le cadre de ces études de cas-là? Donc, au niveau des mécanismes cognitifs, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une amélioration principalement sur des déficits cognitifs préexistants. Donc, les améliorations observées, c'est souvent des déficits cognitifs au départ. Une diminution des plaintes cognitives subjectives aussi. Amélioration au niveau de l'estime de soi, au niveau des mécanismes psychologiques et au niveau des mécanismes cliniques, donc différentes améliorations au niveau de la psychopathologie. Même si la remédiation cognitive au départ n'a pas pour cible d'améliorer le fonctionnement clinique, mais c'est intéressant de voir quand même qu'on peut avoir des bénéfices qui peuvent être observés. On l'avait déjà observé dans différentes méta-analyses, mais ce n'est pas la cible première de l'intervention. Donc, en termes de constat, ce qu'on observe, c'est quand même une hétérogénéité des mécanismes, pas juste cognitifs, des mécanismes qui peuvent être impliqués pour expliquer une réponse thérapeutique, donc un changement, par exemple, dans le statut professionnel. Donc, c'est intéressant de le voir, je dirais, à un niveau qui est plus individuel. Euh, Ensuite, évidemment, ce sont des études de cas. On ne peut pas généraliser et tirer des conclusions sur l'ensemble de la population. Par contre, je dirais, l'intérêt des études de cas, c'est de générer des hypothèses, de comprendre certains mécanismes afin de mieux orienter les prochaines études. Mais évidemment, ici, il y a une limite aussi qu'il faut garder en tête. Les mécanismes qui peuvent expliquer l'amélioration, ben oui, on a mesuré des mécanismes cognitifs, psychologiques et cliniques, mais évidemment, d'autres variables qui ne sont pas mesurées à l'intérieur de l'évaluation pourraient potentiellement aussi expliquer l'effet. Donc, en terminant, au niveau des défis, donc l'idée ici était de discuter des différents outils qui sont à la disposition des thérapeutes en remédiation cognitive. Donc, on a parlé des différents outils, donc les programmes, et le thérapeute en soi aussi, qui peut développer une alliance avec le patient et qui met en place l'intervention. Puis ensuite, il y a le patient qui, lui, avec ses différentes caractéristiques, bien, peut bénéficier à différents niveaux de l'intervention. Et c'était l'objectif de la présentation, de s'éveiller un peu plus sur les différentes caractéristiques qui pourraient faire en sorte que le patient puisse bénéficier davantage dans l'optique d'identifier les meilleurs répondants. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il y a quand même encore beaucoup de questions dans la littérature. Je dirais qu'on est rendu plus peut-être à ce niveau-là pour mieux comprendre les différents modérateurs de l'intervention. On sait que c'est efficace, ça, c'est comme un premier niveau. Maintenant, le comment, meilleur répondant, les mécanismes, c'est plus fin comme analyse. Donc, identifier les meilleurs répondants, je pense qu'il faut poursuivre en ce sens-là. Est-ce que ce serait des meilleurs répondants à certains outils ou il y a éventuellement cette question-là qu'on peut se poser, mais à la base, déjà, le patient, de comment il peut bénéficier et comment le thérapeute peut personnaliser l'intervention pour que ça réponde aux besoins du patient, c'est déjà un grand pas. Il faut garder en tête aussi toute la question de l'hétérogénéité des profils. On le voit, les études de cas, mais en même temps que j'ai illustré, en même temps la littérature avec les appuis empiriques, pour certaines variables modératrices, on voit des résultats un peu contradictoires. Je vous invite vraiment à aller voir la revue systématique, c'est intéressant. Mais des effets contradictoires qui peuvent parfois s'expliquer par des échantillons qui sont plus petits, qui empêchent parfois peut-être de détecter des résultats significatifs. Et donc, ce sont certains défis méthodologiques, évidemment, qui sont présents donc au niveau de la qualité méthodologique qu'il faut garder en tête là, lorsqu'on construit des études afin de mieux comprendre les effets de l'intervention auprès des patients qui souffrent de troubles psychotiques. Donc voilà, je vous laisse sur une photo ici du campus à l'Université Laval. Je vous fais voyager de l'autre côté de l'Atlantique. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui pour l'invitation. Merci beaucoup, Caroline, pour cette intervention. Merci.
Alors, est-ce qu'il y a des questions spontanément dans la salle ou peut-être sur les participants en ligne? Sinon, je vais amorcer les questionnements. Justement, sur la question des prédicteurs et puis du profil initial, je me demandais, est-ce que dans les différents domaines, la question de l'amplitude, enfin de l'ampleur du déficit initial est une question importante. Enfin, je m'imaginais par exemple qu'il y avait peut-être des effets plafonds peut-être dans l'intervention. Est-ce que ça a été constaté, cette question d'ampleur du déficit? Euh, ben, l'ampleur du déficit, je dirais, je me vois en double. Euh, l'ampleur du déficit, oui, je dirais, nous, on se le pose, si je prends la réponse à deux niveaux. Au niveau des études de cas, ce qu'on observe, c'est évidemment le choix de la batterie qu'on va prendre est important. Il faut être capable de pouvoir avoir un certain niveau, je dirais, pour pouvoir voir une amélioration. Un patient qui a déjà pas de déficit et qui n'est pas dans une mesure, c'est certain qu'on ne sera pas en mesure d'observer une amélioration. Fait que ça, il y a cette question-là. Ensuite, dans notre cas, dans notre étude, on a utilisé la MCCB, qui est la batterie qui a été développée là, par tous des experts en cognition dans les troubles psychotiques. On a été en mesure d'observer donc des effets. Et pour ce qui est de la revue systématique que j'ai rapportée, Oui. je dirais qu'à ce niveau-là, il y a des études qui ont montré que les patients qui ont plus de déficits peuvent bénéficier davantage de la remédiation, mais il y a d'autres études qui n'ont pas observé ces effets-là. Comme je le disais, il n'y a pas de conclusion claire qui peut être tirée. Je dirais qu'il y a deux raisons probablement. Premièrement, au niveau comme je le disais, au niveau des échantillons, parfois on n'est pas en mesure de détecter certains effets. Deuxièmement, il y a la question de la mesure aussi. Il faut vraiment garder en tête de ne pas avoir des batteries qui sont trop faciles, justement, où on pourrait observer des effets plafonds. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'avais encore quelques petites questions, s'il nous reste du temps. Enfin, voilà, une question un peu plus pratique. Ce qui me paraît très intéressant dans ce que tu as présenté du programme Circuit, c'est qu'il y a ce volet métacognitif qui est associé avec évidemment quelque chose qui est assez automatisé. Je me posais la question de la présence du thérapeute. Est-ce que ça permet finalement de mixer en présence, sans présence, ou est-ce que le thérapeute doit être là en permanence? Ben, la façon dont le programme a été créé par l'équipe de Tillwise, c'est le thérapeute est présent. Mhm. Les études qui ont été réalisées à ce niveau-là à ma connaissance, ont toujours eu un thérapeute pour guider. Pour avoir moi-même fait de la remédiation et pour en faire avec l'équipe, moi, je pense que le thérapeute a un rôle vraiment clé pour favoriser la réussite du patient dans l'intervention. Le patient a beaucoup de questions sur son fonctionnement cognitif, se demande souvent quelle stratégie il devrait utiliser davantage. Avec la connaissance qu'on a du fonctionnement neuropsychologique, il y a comme certaines stratégies quand même parfois qui peuvent être plus efficaces que d'autres. C'est quand même intéressant de les tester, mais je pense que le thérapeute a un apport important. C'est comme ça pour l'instant que l'intervention a été pensée. Ce qui peut être intéressant aussi de nommer, c'est que le programme Circuit, c'est possible d'assigner des devoirs. C'est-à-dire que le thérapeute donne un lien avec le patient peut aller se connecter puis faire une tâche seul. Et donc, à ce moment-là, il est sans thérapeute. Par contre, c'est un devoir dans lequel, normalement, le thérapeute, on ne donne jamais de nouvelles tâches, là, évidemment. C'est des tâches souvent pour lesquelles le patient aime bien les faire. Et donc, il peut les faire, il peut les réaliser seul. Et ensuite, le thérapeute fait un retour sur comment ça s'est passé, l'application des stratégies, qu'est-ce qu'il a trouvé facile, moins difficile. Et donc, on travaille toujours la métacognition de toute façon. Et donc, comme je le disais, c'est possible de le faire seul, mais juste dans les contextes de devoir, mais très encadré. Ok, merci. Je regarde un peu l'organisation. Je pense qu'on a le temps encore pour une petite question. La question voilà, que je posais, c'est ce qui est finalement, est-ce qu'on a constaté dans les déterminants, est-ce qu'il y a un effet genre, est-ce qu'il y aurait des différences d'effets qui nous amèneraient peut-être à tailler des interventions peut-être un peu différemment?
Ce que j'ai compris de la revue systématique, c'est qu'à la base, c'est quand même, à la base, les études qui ont été publiées sont souvent avec un pourcentage d'hommes plus élevé. Oui. Souvent, on va voir autour de 60% d'hommes, entre autres, la revue systématique, c'est ce qu'elle a observé. C'est plus difficile de tirer des conclusions dans ce contexte-là, compte tenu qu'il y a toujours plus d'hommes. Ce que j'ai en tête, c'est qu'il n'y avait pas de réponse claire non plus à ce niveau-là. D'accord. OK. Merci. Alors, je regarde, on a l'intervenant suivant n'est pas encore. Si, on peut y aller. D'accord. OK. Très bien. Ben, merci beaucoup, Caroline. Très bien.